Je suis fier d'être à la tête d'un grand mouvement populaire qui s'emploie à rendre à la France son honneur et sa grandeur. Les cosmopolites ne pourront pas arrêter ce grand mouvement. La force du peuple français les obligera à reculer. Chers amis, on m'a demandé de vous parler du voyage que j'ai fait en Israël avec mon épouse il y a plus de 30 ans, c'était en 1985. Alors, j'en ai gardé des impressions fortes et je pense originales que je voudrais vous faire partager. Quand nous sommes allés en Israël, nous étions, comme tous les Français je suppose, pleins de préjugés favorables sur ce pays. J'avais eu des relations enthousiastes de pèlerins chrétiens qui avaient été en Terre Sainte, souvent d'ailleurs emmenés au cornaquet par des prêtres et qui avaient fait assaut de piété en Terre Sainte, qui avaient imaginé rencontrer le Christ, et donc qui n'en gardaient que de bons souvenirs. Souvenirs magnifiques, comme si c'était un pays magnifique. J'avais aussi rencontré des amis juifs qui eux-mêmes, pour d'autres raisons, ne tarissaient pas d'éloges et de propos admiratifs sur ce pays. Eh bien, je suis tombé de haut, comme mon épouse, lorsque nous sommes arrivés dans ce petit pays de la Méditerranée orientale, petit pays qui est coincé entre le Jourdain et la Méditerranée et qui est grand comme 3 départements français, pas plus. D'abord, disons-le franchement, ce pays est moche. Les paysages, d'abord, sont en général médiocres. Alors on m'a dit, dans le Negev, il y a de superbes paysages de désert. Bon, il y a quelques beaux paysages, mais rien d'exceptionnel. J'avais été en 1969 à Tamanrasset, dans le sud saharien, et donc j'ai vu de beaux paysages de désert. Rien de comparable en Israël. Pour le reste, je ne dis pas que tous les paysages sont moches, mais enfin je n'ai rien vu d'exceptionnel. Et parlons maintenant des constructions. C'est effrayant. Alors, ne parlons pas de Tel Aviv, qui est super moche, mais ce sont des alignements de HLM et de terrains vagues, avec des tas de détritus. Enfin, à l'époque, ça donnait une impression de pays du tiers-monde. Hein. Ils ont fait des progrès depuis, je crois, ils se sont beaucoup développés. Je ne suis pas sûr que l'esthétique y ait beaucoup gagné. Et ce qui est admirable, le point sur lequel il faudra insister, c'est que dans tout cet univers de médiocrité ou de mocheté, il y a des exceptions. En fait, il y a 2 ou 3 exceptions. La première exception, c'est la mosquée d'Omar. La mosquée d'Omar, qui a été construite par un architecte persan, je crois, est très belle, indiscutablement. Mais pour le reste, ce qui est beau, en Israël ou en Palestine, c'est la même chose en pratique, c'est ce que les croisés ont fait, nos ancêtres les Francs, c'est-à-dire les Français ont fait au XIIe et XIIIe siècle. La vieille ville de Jérusalem, Saint-Jean d'Acre. Tout ce qui reste de beau en Israël, ce sont nos ancêtres les Français qui l'ont fait. Car les croisés étaient essentiellement des Français, des Francs comme on disait à l'époque, et on les appelait d'ailleurs les Francs. Les Arabes les appelaient les Francs. On peut en tirer un sérieux motif de fierté nationale. Dans ce pays éloigné de la France, ce qui est beau, c'est ce qui vient des Français. Retenez ça. Les Français sont trop souvent pris par une envie compulsive de dénigrement, mais en réalité, ils ont bien tort. La France est un grand pays, sans doute le plus grand pays qui ait jamais existé dans le monde, et on en voit la trace et la preuve en Israël. Il paraît qu'on en voit aussi la preuve d'ailleurs en Syrie et en Liban. Les chevaliers ont laissé de superbes restes. Et je reviens donc à Israël. Rien n'est comparable sauf la mosquée d'Omar qui est belle. Alors pour être tout à fait honnête, j'ai cru voir de loin, je crois que c'est à Jaffa, un beau monument, qui est le temple des Bahaïs. Mais rien à voir avec les juifs ni les musulmans. Hein. Enfin, les Bahaïs sont une hérésie musulmane. C'est un temple d'or qui de loin paraît superbe. Mais rendez-vous compte, dans tout Israël, il n'y a pas une synagogue qui soit correcte, qui soit belle.
Elles sont toutes moches. Et depuis, je me suis renseigné, mais dans le monde entier, il n'y a pas une seule synagogue qui soit digne d'intérêt. Je parle de l'intérêt esthétique, je ne parle pas d'intérêt religieux. Ce n'est pas mon sujet, là, c'est l'intérêt esthétique. Et c'est pas complètement surprenant, parce qu'on lit dans le Talmud, si tu es en train d'étudier et que tu t'arrêtes pour dire cette pierre est belle, cette fleur est belle, tu as péché. La beauté dans le judaïsme, le judaïsme de l'Ancien Testament, qui est iconoclaste, au judaïsme pharisien actuel, la beauté est considérée comme une sorte d'inclination au péché ou une forme d'idolâtrie. Et d'ailleurs, on le voit bien, les juifs religieux, ou les juifs les plus religieux, s'habillent d'une façon à la fois ridicule et horrible. Avec leur papillotes, leur redingote noire pour les juifs ashkénazes, c'est d'une laideur apocalyptique. Alors voilà donc l'impression qu'on peut avoir, c'est un pays où rien n'est beau, ou presque rien, sauf ce que les Français ont fait. Et puis, quelques anecdotes pour vous dérider. Je vais donc, toujours avec ma femme bien sûr, à l'hôtel Jérusalem, qui comme son nom l'indique, est dans la capitale, ou la pseudo-capitale de l'État d'Israël. L'hôtel Jérusalem. Et puis, le vendredi soir, nous voulons remonter dans notre chambre. Nous appuyons sur le bouton de l'ascenseur, il y avait une batterie d'ascenseur, prenant par hasard l'ascenseur de gauche. Il arrive, nous rentrons dans l'ascenseur, nous appuyons sur les boutons fébrilement, rien ne se passe. Nous ne comprenons pas, nous sortons. Et à ce moment-là, nous voyons des juifs à papillotes rentrer dans l'ascenseur, celui que nous avions pris, et l'ascenseur se ferme derrière eux et part. Alors c'est quand même très fort. Cet ascenseur est capable de reconnaître les juifs des goyim, des non-juifs, terme de mépris d'ailleurs. Et nous avons quand même de vraies explications. Alors on nous dit en rigolant, Shabbat élévateur, Shabbat élévateur. Alors nous avons compris. Le sabbat, ou Shabbat, le sabbat commence le vendredi soir. Et on n'a pas le droit de travailler pendant le sabbat. Or, les rabbins, dans leur pile-poule, ont décidé que faire du feu, c'était travailler. Et ensuite, lorsqu'on a trouvé l'électricité, eh bien, ils ont trouvé que c'était assimilable à faire du feu. On fait des étincelles quand on appuie sur un bouton. Donc on n'a pas le droit d'appuyer sur le bouton de l'ascenseur. Et le Shabbat Elevator, l'ascenseur du sabbat, c'est un ascenseur omnibus qui s'arrête à tous les étages. Comme ça, le juif religieux n'a pas besoin d'appuyer sur un bouton. Oui. C'est assez comique, hein, mais c'était difficile à imaginer. Et alors le lendemain, nous sommes allés déjeuner, toujours à cet hôtel Jérusalem, nous avions fait la grasse matinée, pardonnez-moi. Vers midi et demi, nous arrivons à déjeuner, et à l'entrée, nous voyons qu'il y a deux salles, et le gars qui était à l'entrée nous dit « Meat or diary ». Alors d'abord, comme je ne parle pas très bien anglais, j'ai du mal à comprendre, ça voulait dire en fait viande ou laitage. « Meat or diary » en anglais. Alors moi je réponds bêtement « Boss, les deux ». Il me dit « Impossible, impossible ». Alors j'ai fini par choisir la viande. Enfin, peu importe, mais j'ai compris, ou je me suis rappelé plutôt que dans cette ridicule cuisine cachère, on n'avait pas le droit de prendre à la fois du lait et de la viande. Ce qui, entre parenthèses, montre le caractère primitif et ridicule de cette religion qui interdit stupidement des mélanges de ce genre sans aucune importance. Et puis, donc, nous avons continué notre voyage, et pour finir, nous sommes allés à Eilat. Eilat, c'est dans le sud, voilà, sur la mer Rouge. Ouais. Et j'avais un camarade de l'X de Polytechnique, qui s'appelait Lichia, qui était un juif trotskiste marocain. Alors, tous les juifs ne sont pas trotskistes, mais tous les trotskistes sont juifs, ou pratiquement. Et lui, il était trotskiste et juif, mais il était fort sympathique. Il a été pendant un certain temps mon camarade de caser et de chambre,
Et il me disait, il avait parlé de Eilat, il avait beau être trotskiste, il était visiblement plutôt sioniste sur les bords, il me parlait de Eilat avec des larmes dans les yeux, comme si c'était à l'équivalent supérieur à Cannes et à Nice réunis. Voilà, quand nous sommes arrivés à Eilat, nous sommes tombés de notre haut. Hein. C'était le bord de mer, c'était une succession de HLM minables. La plage était minable, on se piquait les pieds en marchant sur des oursins. Alors vraiment, une ville à l'image de tout Israël, c'est-à-dire moche, moche. Et nous en avions assez de manger de la cuisine cachère, car bien que les Juifs d'Israël ne soient pas tous religieux, la règle c'est tout est cachère. Donc on ne mélange pas le lait, la viande, et ainsi de suite. Bon. Et les animaux sont tous égorgés sans être assommés, et vidés de leur sang dans d'atroces souffrances, selon le rite cachère qui est le même que le rite halal. Et comme nous en avions marre d'avoir si mal mangé pendant 15 jours, je dis à ma femme, eh bien écoute, nous allons aller dans un restaurant français. J'avais vu qu'à Eilat, il y avait un restaurant français. Les restaurants français, ça va être correct quand même, bon, on peut espérer. Donc nous réservons, nous arrivons dans le restaurant français, première surprise, dans ce restaurant français, personne ne connaissait un mot de français. Bon. Alors ensuite, je me suis dit, voilà, je vais quand même me rattraper de tout ce poulet que j'ai mangé, le poulet cachère que j'ai mangé depuis 15 jours. Je commande une entrecôte saignante. Alors je ne me rappelle plus qu'on disait saignante. Hein. Si vous allez dans un restaurant où on parle anglais, il faut dire rare, c'est-à-dire saignant. Mais saignant, pour moi, le sang c'est blood, donc pour moi saignant c'est bloody. Je ne savais pas que c'était en fait bleeding. Là, quand, saignant c'est bleeding, mais pour la viande on dit rare. Et donc le gars me demande quelle est la cuisson que je veux, et je lui dis bloody. Alors, il faut savoir que bloody, ça veut dire ensanglanté, criminel, et c'est utilisé comme juron, comme mot d'argot assez grossier en anglais, surtout en anglais d'Angleterre. Et donc il était un peu surpris, interloqué par mon expression. En fait, j'ai fini par faire comprendre que je ne voulais pas que ce fût cuit. Et alors là, ça a été l'horreur, parce qu'il m'a apporté une entrecôte saignante, il n'avait pas de sang, puisque le rite cachère veut que la bête soit vidée de son sang. Je veux dire qu'une entrecôte saignante qui n'a pas de sang, c'est immangeable. C'est du carton. C'est du carton. Après la première bouchée, j'ai dû tout abandonner, c'était du carton. Alors voilà, mon dernier souvenir d'Israël, ensuite nous avons pris l'avion, c'était une entrecôte saignante qui n'avait pas de sang. Eh bien, Israël est un pays sans beauté, sans charme, sans agrément, que vous pouvez visiter par curiosité si vous voulez. Bien sûr, si vous êtes pieux chrétien, particulièrement zélé, vous allez faire un pèlerinage. Mais même là, vous savez, nous avons suivi, nous n'étions pas des pèlerins, nous étions en voyage d'agrément, mais nous avons quand même suivi des processions le vendredi, qui n'étaient pas le vendredi saint, mais qui étaient quand même des belles processions, en principe, à Jérusalem. Franchement, la piété n'était pas au rendez-vous. Hein. Et nous ne parlons pas du Saint-Sépulcre, où il y a des chicayas permanentes entre les prêtres de différents rites, arméniens, catholiques, orthodoxes, byzantins, et ainsi de suite. Bon. Donc tout ça est extrêmement décevant, y compris sur la question de la spiritualité. Et par conséquent, je vous conseille plutôt d'aller voir ailleurs que dans ce pays. J'ai fait le tour du monde en 2005, donc bien après. Et j'ai vu beaucoup de pays, beaucoup de paysages, beaucoup de beauté. Franchement, Israël n'a aucun intérêt. Voilà. Désolé, mais entre le mythe et la réalité, il y a un abîme. Merci.